y a le H. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Voilà, nous nous retrouvons encore ce soir dans le cadre de votre émission Les Paradigmes, l'espace des questions-réponses objectives. Ce soir, nous allons tabler sur une problématique essentielle, la République démocratique du Congo, avant, pendant et après le dialogue. Dialogue parce que vous savez que ce concept tire son origine par nos textes, également par les textes que nous avons signés à Addis Abeba à travers l'accord cadre. Et voilà, pour bien entendu, finalement, avoir un consensus politique. Consensus politique sur la mise en jour du fichier électoral et l'enrôlement des nouveaux majeurs, le calendrier électoral, la sécurisation et le financement des élections, comme avait bien voulu le chef de l'État. Mais la compréhension maintenant de ce dialogue n'est pas la même. Chaque camp politique, chaque parti politique voit maintenant les choses de sa façon. Voilà. Pour analyser cette question essentielle, ce soir, nous sommes avec Fumutoto Basanga, le géniteur et président de la 3e voie, conseiller national au parti des mécontents. Et voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Fumutoto Basanga. Bonsoir Pascal, bonsoir patriotes de Kinshasa, de province et de la diaspora. Voilà, le dialogue aujourd'hui pose problème parce que les gens n'ont pas la même compréhension. C'est un cadre bien entendu où les Congolais pourront échanger pour atteindre un objectif. Parmi les objectifs, ici on parle de la mise en jour du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, le calendrier électoral, la sécurisation et le financement des élections, parce qu'aujourd'hui il y a blocage, on ne sait pas par où commencer. Voilà, les intelligences, en tout cas avancer les idées pour voir comment sauver correctement la République démocratique du Congo. L'UDPS, comme grand parti de l'opposition, à sa lecture, il y a une opposition en termes de dynamique qui refuse également ce dialogue. Une autre opposition aussi, ensemble avec l'UDPS, accepte le dialogue, avec des conditions bien sûr. Il y a la majorité qui a sa perception maintenant du dialogue. Et aussi, nous allons vous parler d'une personnalité politique à la personne d'Adolphe Muzito, à travers sa 9e tribune qui parle de 2 dialogues et 2 transitions. Lui aussi a donné un point de vue avec autant d'hypothèses. En tout cas, cherchons toujours comment trouver solution à cette question complexe qui se pose aujourd'hui au pays, le dialogue, pour atteindre quel objectif finalement. Fumutoto, nous revenons, question du dialogue comme concept, pose problème aujourd'hui, et comment vous pouvez, vous, à votre niveau, en tant que politologue, expliquer le sens du dialogue maintenant au grand public qui nous suit. Merci beaucoup. La préoccupation ou la problématique, c'est la RDC avant, pendant et après les dialogues. Les dialogues, c'est quoi? C'est une causerie, c'est un échange entre 2 camps. On ne peut pas parler du dialogue s'il n'y a pas de problème dans la société. Or, le problème ou les problèmes sont inhérents dans la société ou dans la vie de l'homme sur la terre. Avant de parler de dialogue, nous devons d'abord connaître quels sont les problèmes, quels sont les enjeux et quels sont les positionnements des uns des autres qui nécessitent un dialogue. La première chose, c'est que nous avons une constitution qui a donné les délais, qui a donné les calendriers pour l'élection présidentielle. Mais pour les autres élections, la constitution n'a donné que les délais. Par exemple, les mandats des députés est de 5 ans renouvelables, plusieurs fois. Les mandats des sénateurs de 5 ans renouvelables, plusieurs fois. Mais pour le chef de l'État, la Constitution dit le mandat du chef de l'État, article 70, est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Elle va plus loin. À la fin de son mandat, le président en fonction ou le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Tu ne vois pas que, contrairement au problème ou au cas des sénateurs et des députés nationaux, qui pour eux l'article 105
et ça 3 de la Constitution dispose que leur mandat commence par la validation et prend fin par la mort, le décès, comme vous voulez, et puis ou bien avec l'installation d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée nationale. Maintenant, pour le chef de l'État, l'article 73 dispose que le scrutin pour l'élection présidentielle doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Donc, pour le cas du président de la République, qui est l'élection la plus spéciale maintenant, c'est que le calendrier est donné et le délai est aussi donné par la Constitution. Maintenant, la question, et s'il n'y a pas organisation des élections, de l'élection présidentielle dans le délai, pas des élections, de l'élection présidentielle dans le délai, c'est-à-dire le délai de 5 ans renouvelable une fois pour le président Kabila. Ce n'est plus renouvelable parce qu'il a fini tous les 2 mandats et puis 90 jours avant l'expiration de son mandat, il faut qu'un nouveau scrutin présidentiel soit convoqué. Entendez par scrutin ici le vote lui-même ou ensemble d'opérations qui concourent au vote. Maintenant, nos amis de la majorité présidentielle disent qu'il n'y a plus le temps d'organiser des élections et qu'il se pose un problème de moyens d'organiser les élections. Il se pose aussi un problème de la veillée, c'est, je ne sais pas, vestisté ou tout comment, du fichier électoral. Mais nous, avant d'accepter leur point de vue, nous disons, mais c'est le même fichier électoral qui a produit le président Kabila au pouvoir. Mais ils disent qu'il est corrompu. Mais comment les conséquences ne peuvent pas être corrompues? Je crois que nous allons arriver là. Il faudrait que on revienne un peu, parce que Toto, aujourd'hui, je parlais des camps. Il y a un camp qui est d'accord pour le dialogue. Il y a un autre camp qui refusait le dialogue, alors que le dialogue dont on parle aujourd'hui, nous le voulons inclusif. Alors ceux qui refusent le dialogue poussent les arguments. Arguments tels que si aujourd'hui on ne sait pas avoir les élections, il faudrait que ceux qui ont géré le pays depuis tous ces temps s'assument, qu'ils acceptent qu'ils ont échoué. Et alors nous devons obligatoirement avoir les élections à la date constitutionnelle pour qu'on respecte le pacte que nous avons signé ensemble ici, la Constitution. Elle passe à son niveau. Et ceux qui pensent qu'il faut organiser le dialogue, effectivement, disent que nous avons un problème du fichier électoral, nous avons un problème de moyens, nous avons tel problème, voilà pourquoi nous devons échanger et en tout cas voir comment nous pouvons faire avancer les choses dans notre pays. Est-ce que cette idée du dialogue est-elle bonne pour le pays ou mauvaise pour le pays, dès lors qu'il y a aussi des responsables qui n'ont pas pu faire le travail correctement pour qu'on ait les élections au pays? Nous avons déjà commencé par dire que le dialogue est un échange entre 2 camps et que le dialogue ne peut pas exister s'il n'y a pas de problème. Et nous sommes en train aujourd'hui d'énumérer les différents points de vue des grands acteurs politiques de notre pays et la 3e voie courant de pensée, sans tendance ou en évitant les tendances, voudrait maintenant montrer les aspects positifs et négatifs de chaque prétention pour donner à notre peuple la possibilité de savoir choisir. Alors, commençons par la majorité présidentielle. Nous avons commencé par la majorité présidentielle. C'est elle qui a le pouvoir et le vouloir organiser les choses dans le délai. Elle dit que ce n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais. C'est normal que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour en découdre. Bonne chose et mauvaise chose. Mauvaise chose parce que nous allons poser la question, mais qui a été payé par l'argent du contribuable congolais pour accomplir cette mission? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? 2. Devons-nous aller directement au dialogue sans établir les responsabilités de la majorité présidentielle au pouvoir pour n'avoir pas mobilisé le temps et les ressources autres, c'est-à-dire financières, pour organiser les élections? D'une part, nous pensons que la majorité au pouvoir voudrait bénéficier du dialogue comme moyen pour s'éterniser au pouvoir. C'est une mauvaise chose. Mais bonne chose, parce qu'au lieu que celle-ci s'éternise par la force, au lieu que celle-ci défie la classe politique et sociale congolaise, elle dit, ayant raison ou pas, rencontrons-nous, débattons pour voir lequel de point de vue triomphera. Sans agenda stratégique. Non, tout homme politique de l'opposition, de la majorité, même les acteurs de la société civile, chacun de nous, oui,
dit ou non ou oui sur base des agendas ou des enjeux qui se fixent ou qui les subissent. Je ne peux pas reprocher aux acteurs politiques à la majorité au pouvoir de dire que nous avons un agenda et que nous devons les manipuler à travers le dialogue. Bonne guerre démocratique. Mais le problème, là où je félicite la majorité, c'est de dire nous ne voulons pas aller seul en glissement ou nous ne voulons pas seul marcher sur la Constitution, associons aussi les autres pour qu'ensemble on décide. Les irresponsables, enfin, ceux qui n'ont pas été responsables oui. dans l'organisation. Voilà. Maintenant, il y donne aux autres les possibilités de dire, d'établir d'abord leurs propres responsabilités, leurs propres méchancetés, dont le refus d'organiser les élections dans l'au-delà. Et finalement, il donne possibilité à une opposition de responsables de dire nous ne pouvons pas cautionner le glissement ou le dépassement constitutionnel parce que vous l'avez voulu pour en tirer profit. Voilà pourquoi nous disons que le fait pour nos frères de la majorité au pouvoir de dire venez dialoguer et que c'est parce que Joseph Kabila c'est lui qui est allé négocier. Ceux qui disent que non, c'est l'opposition qui a convoqué le dialogue, ils n'ont pas raison. Parce qu'aucun opposant n'était présent lors de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est Kabila, les pays limitrophes et la communauté internationale, notamment les Nations Unies. Donc, les premiers à convoquer le dialogue sont les premiers signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'opposition, en faisant la coalition pour le vrai dialogue au consort, ne viendra saisir que cette occasion-là. Oui, mais cette occasion, Fumutoto, parce que vous savez, après la signature de l'accord cadre, je crois que c'était en 2013, lorsqu'on est revenu au pays, à la place d'organiser le dialogue, dont faisait allusion maintenant la résolution 2028 de l'accord cadre, enfin, du Conseil de sécurité, pour la bonne application maintenant de l'accord cadre, on a esquivé l'organisation du dialogue. Finalement, on va organiser les concertations nationales. Et c'est comme ça que l'opposition a estimé, comme on n'a pas organisé le dialogue, on a organisé les concertations à la place du dialogue. Par conséquent, à ce moment-là, nous ne savons pas avancer ensemble. On a voulu connaître le dialogue. Depuis tout ce temps, il n'y a pas eu de dialogue. Aujourd'hui, on s'est réveillé très tardivement. Non, on n'a pas dévié le dialogue en organisant les constitutions parce que l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition dispose que le Congolais doit privilégier soit le dialogue ou la concertation sur des questions touchant à l'intérêt général ou la résolution des différends politiques. Donc, concertation et dialogue, ce sont des concepts. Le problème, c'est dans les fois et la finalité qu'on les assigne. Donc, si les délégués aux concertations avaient endossé comme il se doit les recommandations issues des concertations nationales, les dialogues ne poseraient plus de problème. Mais ce n'est pas ça le point de vue de la troisième voie aujourd'hui. C'est que nous avons compris le point de vue de la majorité au pouvoir, nous avons montré les aspects négatifs et nous avons aussi montré les aspects positifs. L'IDPS. L'IDPS dit oui au dialogue. Mais inclut parmi les causes principales du dialogue ou la présence du médiateur international. L'IDPS dit exactement qu'il faut aussi inscrire à l'ordre du jour la question de l'impérium et de la vérité des urnes. Suite aux élections bâclées de 2011, c'est ce que nous avons suivi à travers les médias. Mais nous posons la question de savoir, Étienne Tshisekedi, après les élections que nous avons connues chaotiques en 2011, a refusé toute possibilité de dialogue. Il attendait l'impérium. Il attendait la vérité des urnes alors qu'il avait déjà prêté serment. Joseph Kabila aussi avait prêté serment. Maintenant que tous les deux sont faits mandat en 2016, si nous devons aller dans un dialogue qui mettra entre autres l'ordre du jour la question de légitimité, de la vérité des urnes et de la question électorale de 2011, qu'est-ce qui arrivera? On annule d'abord la législature ici, dernière que Kabila vient de consommer. On annule aussi la législature qu'Étienne Tshisekedi venait de consommer. On commence à zéro. Il a prêté serment parce que la législature commence avec la prestation du serment du chef de l'État. Il a prêté serment. Lui, il a la chance de se représenter encore une fois, mais il a déjà consommé le premier mandat. Il n'a pas eu l'impérium. Ça, ce n'est pas le problème du peuple congolais qu'il a voté ou qu'il a élu. C'est son problème personnel. C'est déjà un problème. Donc, le blocage davantage est là si l'IDPS est sincère et sévère avec ce qu'elle prétend défendre comme cause. Troisième élément, l'IDPS dit qu'il ne sera jamais question d'avoir un dialogue marchant sur la Constitution. Alors, dans quel cas, s'il n'y a pas un dialogue marchant sur la Constitution,
on pourrait résoudre les problèmes de légitimité pour que Kabila puisse donner à Tshisekedi le pouvoir s'il est consenté. Parce que d'après l'ordre constitutionnel en place, en cas d'absence à la tête de l'État, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir, l'exerce et organise les élections dans les 3 ans. Ça veut dire que si le président démissionne, il n'a pas démissionné dans le cas de... Mais c'est ce que j'ai dit, que comme il ne peut pas démissionner, il n'y a aucune possibilité pour que le pouvoir passe de Joseph Kabila à Tshisekedi au cours d'un dialogue. Maintenant, vous avez posé la question de l'opposition républicaine. Bien avant, l'opposition républicaine... Non. L'opposition républicaine, dans son premier communiqué, avait trouvé inopportun le dialogue parce que les recommandations issues des concertations nationales n'étaient même pas à 25% entamées. Mais État stratège, compréhensible et stratégique, cette opposition pilotée par Léo Kengo a compris que le Congo gagne avec Oussano, d'abord le Congo. Au lieu de nous éterniser dans les querelles éternelles, alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition républicaine a fait une déclaration acceptant de participer au dialogue, mais dans le respect de la Constitution. On n'est pas derrière le pouvoir. Non, c'est une opposition républicaine. Elle est différente de l'opposition radicale. Elle s'oppose à toute tendance de s'éterniser au pouvoir en marchant sur les lois du pays, et puis elle s'oppose à toute pensée unique et monarchique. C'est ça le sens de l'opposition républicaine. Respectueuse des textes, respectueuse de la majorité en face, et une opposition qui combat pour que la tenance se fasse dans les normes, notamment le pacte républicain qui est la Constitution. Cette opposition, conformément à l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition, n'a aucun pouvoir de refuser les négociations politiques. Parce qu'il y en a qui pensent que le dialogue n'est pas une loi. Mais le dialogue est réglementé dans la loi portant statut de l'opposition. Donc, un opposant qui refuse de dialoguer viole l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose que l'opposition doit favoriser le dialogue sur les questions touchant à l'intérêt national et à la résolution des différends politiques. Or, s'il n'y a pas possibilité, ou il y a tentative de refuser d'organiser les élections dans les délais, c'est déjà une question d'intérêt national et c'est déjà un différend politique. Nous allons tirer des conclusions. Nous prenons G7. Non, avant G7, parce qu'il y a aussi d'autres oppositions. Opposition républicaine, d'accord avec le dialogue. Bon, on commence à envisager déjà la transition. C'est une autre opposition. Non, ce n'est pas le point de vue de l'opposition républicaine. L'opposition nationaliste. Ouais. Okay. L'opposition nationaliste propose une transition. Laquelle transition n'est pas définie par elle. Mais je sais qu'en sciences politiques, quand on parle de transition politique, c'est seulement la période d'action et d'organisation politique qui part de l'ancienne légalité à une nouvelle légalité. C'est-à-dire qui abolit une constitution et entre dans la marche par des animateurs de facto vers l'élaboration d'une autre constitution. Soit par les animateurs de la constitution, ce qui est un putsch par rapport aux principes républicains, ou soit connaissent directement aux élections et que sont les élus qui vont rédiger la constitution, la proposer au peuple et le référendum on entre dans les normes républicaines. Donc, l'opposition qui dit il n'y a plus possibilité d'aller aux élections, allons directement ouvrir la transition, elle enseigne seulement qu'il faut violer cette constitution, il faut l'abolir et il faut élaborer une nouvelle constitution. Cette opposition est au service de la majorité au pouvoir qui depuis toujours disait qu'on devait déjà tenter l'expérience avec l'élaboration de la 4e constitution, voilà, ou de la constitution de la 4e République. Le G7 refuse catégoriquement toute initiative tendant à l'organisation d'un quelconque dialogue. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on organise des élections, qu'on respecte la constitution. Voilà une autre position. Le G7 a un problème. Okay. Le G7 a refusé d'assumer son bilan de participation et d'accompagnement de Joseph Kabila pendant 15 ans au pouvoir. Le G7 est motivé par la possibilité d'aller vite aux élections parce qu'ils se sont déjà réservés des moyens et que si directement on allait aux élections, ils ont la possibilité de s'aligner derrière celui qui va gagner les élections et continuer les chemins. Il faut souligner en même temps que le G7 a quitté la majorité parce qu'il a compris que la majorité n'était pas dans la voie de respecter la Constitution par l'organisation des élections. On ne fait pas la politique parce qu'on veut soutenir la Constitution. On ne fait pas la politique parce qu'on conteste celui qui est là.
On n'est pas leader politique parce qu'on n'est plus d'accord avec toi. On est leader politique parce qu'on assume 3 choses. Le parcours, les bilans et la vision. Il a fallu d'abord que G7 nous dise comment, quand, sa participation à côté de Joseph Kabila. Quel est le bilan de sa gestion dont les différentes responsabilités que ces ministres, ces députés ont exercées avec Joseph Kabila? Et quelle est la nouvelle vision, l'alternative que G7 propose? Et c'est autour de ces débats que nous pouvons trouver leur vision sur la Constitution. Mais lorsque nous trouvons seulement le refus de G7 de voir Kabila marcher sur la Constitution, sans que G7 nous propose une nouvelle vision de société, une autre vision de société, une autre doctrine, c'est comme si un musulman a des conflits avec leur imam au mosquée, il devient chrétien. Ça n'a pas de sens. Lorsque des chrétiens ont des problèmes, les ne deviennent pas musulmans. Ils ont géré avec Joseph Kabila pendant 15 ans. Même si on ne s'attend pas sur une option, ils ne deviennent pas, ils ne changent pas la religion. Ils devaient assumer la vision, le parcours, le bilan de Joseph Kabila devant le peuple. Et ce n'est qu'à la fin de la législature, avec une autre législature, que G7 devait s'aligner à l'opposition. Ce tableau dressé, Fumototo, me fait peur. Parce qu'au regard du temps, encore que nous avons la Constitution, les élections, on ne sait pas les avoir aujourd'hui. Il y a les uns qui sont pour le respect de la Constitution, les autres refusent le respect de la Constitution parce qu'avec prétexte qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui pour organiser les élections, ça fait peur. Alors, également, parce que je vais vous accorder également la parole parce qu'il y a aussi Moïse Katumbi qui, lui aussi, a sa position. Mais dans tout ça, quel type de conclusion nous allons tirer avant d'aborder aussi une question essentielle avec des hypothèses avancées aujourd'hui par notre politique, pas de moindre, au regard de tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui au pays. D'abord, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est le Front citoyen. Au lieu de savoir que malgré sa divergence de vue avec Kabila et la majorité au pouvoir, le peuple congolais l'attend sur 3 questions. Comment est-il arrivé en politique? Il est venu avec qui? Il était devant qui ou il accompagnait qui? On peut accompagner, on peut... Ce n'est pas un problème parce qu'un homme politique doit avoir un parcours. Il faut chercher à connaître tout ça. C'est toujours jamais. Mais pourquoi Obama, même sa nationalité aux États-Unis, a été contestée? Parce qu'on devait savoir, celui qui veut nous diriger demain, il sort d'où? Celui qui veut prétendre prendre la direction du pays, il a quel parcours? Il a commencé la politique quand? Comment? Deuxième chose, cette personne qui veut nous gérer demain, n'a-t-il pas eu des responsabilités dans la gestion au passé? Comment a-t-il géré sa province? Comment a-t-il géré le PPRD? Comment a-t-il accompagné au PPRD? Comment a-t-il accompagné Joseph Kabila? Quelles sont les vraies raisons de divergence? Non, Joseph Kabila avait marché sur la Constitution. Et si jamais Joseph Kabila ne marchait plus sur la Constitution, quel est votre projet de société, programme de gouvernance, pensée politique et vision sur le refus pour Kabila de marcher sur la Constitution? Ce n'est pas un projet de société. C'est une actualité qui peut évoluer positivement ou négativement, mais ce n'est pas une vision d'État. Deuxième chose, Moïse Katumbi, qui ne nous a pas encore dit clairement quel est son parti politique. Parce que Front Citoyen, c'est une plateforme qui inclut aussi les personnalités de la société civile, les associations consorts. Ce n'est ni un regroupement politique, ni un parti politique. Il saute sur l'occasion, il dit: comme je vais à tout prix montrer que je suis opposant, que je me suis déjà séparé de Kabila, je veux qu'aussitôt nous puissions organiser les primaires au sein de l'opposition. Mais l'opposition a non seulement des regroupements, mais aussi des plateformes. Mais l'opposition n'a pas que les plateformes, a aussi des partis politiques. À travers le monde, où est-ce que vous avez entendu parler de l'organisation des primaires à l'intérieur d'un front en termes de plateforme? Je termine là. Oui, à travers le monde, où est-ce que vous avez trouvé l'organisation des primaires à l'intérieur d'un regroupement politique? L'électorat sera constitué comment? Comment allons-nous identifier les électeurs et si quelqu'un monnayait l'électorat ou les électeurs dont Moïse est nouveau venu à l'opposition devient le leader de l'opposition? Je pense que Moïse Katumbi a toutes les chances d'être leader politique et de devenir chef de l'État, mais il a l'obligation de procéder politiquement
en proposant au peuple son parcours, son bilan et sa vision. Et donc, si nous trouvons que ça vaut la peine, pourquoi pas cheminer ensemble pour un Congo nouveau et meilleur. Je parlais ici du tableau qui fait peur, le tableau que vous aviez dressé ici, l'UDPS, l'opposition républicaine, l'opposition, je ne sais pas, Katumbi, je sais, la majorité, ça fait peur aujourd'hui. Face à ce tableau, qu'est-ce qu'il faut? On peut tirer comme leçon pour les Congolais de manière substantielle. Les leçons qu'il faut tirer, c'est que Joseph Kabila, s'il quitte le pouvoir dans les délais, il aura été le père de la démocratisation au Congo par le fait d'avoir été le premier président de la République à accepter les élections présidentielles et générales 2006-2000. Pourquoi vous avez dit s'il quitte? Pourquoi ne pas dire quand il va quitter? J'ai dit s'il quittait. Non, il y a encore un débat, il ne veut pas quitter, c'est clair, c'est visible. Parce que s'il voulait quitter le pouvoir à temps, on ne parlerait plus de dialogue, on ne parlerait plus de délais, de fichiers, tout ça. Ce sont de différents moyens qu'il justifie pour obtenir finalement le glissement, la prolongation au pouvoir, vous le savez. Donc ici, nous sommes au paradigme, nous ne sommes pas tendanciers. C'est vrai que chacun de nous a une tendance, chacun de nous a un sentiment, mais dans le cadre de la troisième voie, comme courant de pensée culturelle pour la paix, la bonne gouvernance de la terre, dans la mission de créer une nation congolaise, moi en tant que conseiller national, j'essaie de trop sortir des sentiments pour avoir une analyse un peu potable, contrairement aux gens qui sont dans le fanatisme, la haine et consorts. Donc, M. Pascal, si Joseph Kabila a quitté le pouvoir à temps, il aura sauvé le pays et le cycle électoral et il aura été un modèle pour l'avenir parce que nous n'avons pas connu un président vivant de l'exercice d'un autre. Donc maintenant, si le président Kabila refusait de quitter le pouvoir dans les délais constitutionnels, il aurait inséré le Congo sur la logique d'un chaos. Le chaos en question, ce n'est pas le peuple qui va le subir, c'est lui. Le chaos en question, ce n'est pas le peuple qui va le subir, c'est la majorité au pouvoir. Le chaos en question, ce n'est pas le peuple qui va le subir, c'est ceux qui se seront complotés contre le peuple. Comment? Parce que nous allons quitter la tradition que lui, les 4 vice-présidents, et les autres acteurs politiques nous ont créé de connaître l'horizon et nous allons cette fois-ci ignorer l'horizon et nous allons rentrer dans l'ancienne tradition de putsch, de coups d'État consort, ce qui n'est pas une bonne chose. L'argument selon lequel on n'a pas l'argent pour organiser des élections, je me pose la question, où est-ce qu'il est fondé? Pourquoi je pose cet argument? Nous avions vu en 2011, je ne sais pas quelle magie le gouvernement de l'époque a pu disponibiliser les moyens, je crois à plus de 60%, et à pouvoir organiser correctement les élections, quand bien même qu'il y a eu des contestations par après. Mais au moins, il y a eu financement du pouvoir, il y a eu financement congolais. Mais comment le pouvoir de l'époque, le gouvernement de l'époque, a pu mobiliser les moyens et le gouvernement d'aujourd'hui ne parvient pas à mobiliser les moyens? La différence, à quel niveau que... J'ai répondu que ce n'est pas un problème réel. Ce sont des manœuvres dilatoires de la majorité actuelle pour se maintenir au pouvoir. Mais seulement la chance que nous avons, c'est que cette majorité nous a appelé au dialogue pour nous prouver qu'il n'y a plus possibilité d'organiser les élections. Et si nous avions une opposition responsable, compétente, stratégique, c'est alors que nous devrions saisir l'occasion pour dire « j'aime le Congo, je soutiens le dialogue », mais dans le respect de la Constitution. Et au cours de ce tableau d'échange, nous allons montrer la faisabilité pour l'organisation des élections, même s'il ne nous restait que 6 mois dans le délai constitutionnel. Mais comme notre élite, c'est une élite de positionnement, les uns pour s'éterniser au pouvoir, les autres cherchent à arracher le pouvoir. Le dialogue horizontal, comme je te l'ai dit, voudrait qu'on trompe qu'on aime le peuple alors qu'on est dans un positionnement de s'éterniser ou d'arracher un poste politique. Vous aviez cité Muzito, nous parlions au début ici de la 9e tribune qu'il a sortie. Et dans cette tribune, il parle de 2 dialogues et 2 transitions. Un peu complexe. Personnellement, peut-être que je ne comprends pas clairement. 2 dialogues et 2 transitions, ça veut dire quoi? Je voudrais expliquer très simplement ce qu'il pense dire ou ce que j'ai saisi après l'avoir lu. C'est qu'un dialogue est un échange entre 2 camps. Et qu'une transition est une période qui s'étend d'une ancienne légalité vers une nouvelle légalité. Ça veut dire d'une constitution qu'on vient d'abandonner vers une autre constitution qu'on veut aborder. Maintenant, comme je te dis, des dialogues. D'abord, il parle d'un dialogue horizontal
qui est le dialogue entre les politiciens. Pourquoi? C'est un dialogue qui consiste, pour ceux qui sont au pouvoir, de se cramponner au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir, de s'accrocher au pouvoir pour les intérêts. Et de l'autre côté, il y a des opposants qui, pour aussi leurs intérêts, ne veulent pas voir que ces gens-là s'éternisent au pouvoir sans répondre à leurs problèmes. Ces opposants ouvrent un front en se servant du peuple comme moyen pour réaliser leurs dividendes politiques. Maintenant s'ouvre le dialogue horizontal. Alors, les deux, je donne l'exemple. C'est comme si nous sommes au village, des voleurs viennent fuir avec les biens du village à la forêt. Et nous avons quand même nos enfants que nous estimons courageux, qui poursuivent les voleurs pour dire « Mais vous avez volé, vous avez pris les choses qui ne vous appartiennent pas. » Après arriver là-bas, le voleur lui dit « Toi si tu as besoin de ce que j'ai volé, au lieu de continuer à me pourchasser, arrête là-bas, partageons. » Et ça signifie quoi? Vous allez voir que depuis 1964 jusqu'à nos jours, les dialogues horizontaux, ça c'est la pensée de Mouzout que j'explique, fait toujours que les positionnements pour se maintenir au pouvoir ou les positionnements pour accrocher les postes ou les pouvoirs font que les politiciens congolais arrivent toujours à réaliser des arrangements politiques contre l'ordre institutionnel en place. Ce n'est pas la conséquence. Ça, il parle en termes de crise. Ouais. Parce qu'il y a dialogue politique et dialogue citoyen. Ouais. Le dialogue politique, c'est là où les politiques maintenant s'entrechoquent parce qu'ils veulent maintenant protéger leurs intérêts. Et conséquence, nous avons des crises horizontales et crises... Non, il y a d'abord la crise horizontale, qui est la crise qui oppose les politiciens qui cherchent leur positionnement. Et donc la conséquence, c'est le dialogue horizontal. Donc crise horizontale, dialogue horizontal. Mais il y a une autre crise que beaucoup de Congolais ne savaient pas découvrir, qu'Adolphe Mouzitu met aujourd'hui à la place publique, c'est la crise verticale. Il y a un conflit entre le peuple congolais et la classe politique tout entière. Parce que nous ne voulons pas assumer les bilans personnels, collectifs et communs, mais nous nous présentons seulement en contradicteur de l'autre, en chasseur de l'autre. Chaque fois qu'on conteste un régime, on se fait légitime. Alors qu'on n'a jamais expliqué son projet de société, sa vision et son programme de gouvernance au peuple. On n'a jamais dialogué avec le peuple. On n'a jamais bâti campagne sur base des idéologies, sur base de projets de société en termes de forme de l'État. Vous voyez, même notre constitution ne dessine aucune forme de l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue avec le peuple à 3 niveaux. Allez dire au peuple ce que vous voulez faire pour lui. Il vous donne le pouvoir. Venez chaque jour lui rendre compte et aller dans votre base de parti politique, dire ce que vous avez promis de faire, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait et pourquoi. Personne ne le fait parce qu'on sait que au lieu de résoudre le problème du peuple, je vais seulement résoudre le problème de ceux qui me contestent et avec qui nous allons sortir de la légalité et d'où nous avons plusieurs transitions. Et les dialogues verticaux voudraient le contraire. Ça veut dire que désormais, il faut qu'on cesse des arrangements politiques avec finalité marcher sur l'ordre institutionnel et résoudre les problèmes des politiciens. Les dialogues horizontaux n'existent plus dans les pays démocratiques. En France, il n'y a pas un moment où les politiciens au cours d'une législature peuvent arriver à un arrangement marcher sur la Constitution. Non. Mais les politiciens peuvent se rencontrer, réfléchir sur la nation. Parce que le dialogue horizontal, là, pose déjà problème. Parce que j'aimerais que nous soyons plus pragmatiques. En restant, bien sûr, dans la philosophie maintenant d'Adolphe Mouzitu, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, parce que nous voyons le comportement des politiques. Je vous inclus, vous également, parce que vous êtes politique comme Toto. Mais on sent que l'objectif, la finalité de ce qu'on a, parce qu'on a commencé à analyser maintenant la position de chaque camp politique au début de l'émission, comme si la finalité, c'est partager le pouvoir, avoir des portions, l'espace de décision pour peut-être se protéger. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon comparativement maintenant à l'esprit maintenant de cette tribune, au regard bien sûr du comportement de l'acteur politique congolais aujourd'hui? Adolphe Mouzitu, dans le poursuite du dialogue politique au-delà des préoccupations électorales, propose des scénarios. Il parle du dialogue politique en 2016. Là, il trouve des hypothèses. La première hypothèse, le premier scénario, les dialogues politiques
au courant de 2016 sans glissement. Ça veut dire sans dépassement. C'est-à-dire qu'il faudra que ceux qui nous suivent comprennent que contrairement à la majorité, contrairement à l'IDPS, à l'opposition républicaine, au G7, à Moïse Katumbi, qui ont donné leur position sur le dialogue, c'est-à-dire le Congo avant, pendant et après le dialogue, Adolphe Muzitu ne donne pas sa position. Tenant compte des enjeux et des préoccupations de chacun de nous et des camps, il ressort les hypothèses sur ce qui peut arriver avant, pendant et après le dialogue. Mais lui-même ne prend pas position et peut-être qu'il ne peut prendre position que par rapport à un scénario. Donc, autrement dit, il réfléchit s'il arrivait qu'on ait le dialogue et qu'on respecte la Constitution. S'il arrivait qu'on ait le dialogue, qu'on ne respecte pas la Constitution. Voilà. S'il arrivait qu'on ait ou qu'on n'ait pas le dialogue. Voilà. Et il ressort les hypothèses en tant qu'analyste politique et non maître ou défenseur d'un camp. Et il n'ouvre pas la voie en faveur de l'opposition, non plus à la faveur de la majorité. Il ne défavorise pas non plus la majorité, non plus l'opposition. Mais il livre une analyse qui permet à chaque camp de voir est-ce que j'ai réfléchi bien. Prenons le premier scénario, Fumototo, ouais. Du dialogue au courant de l'année, alors 2016, sans glissement. Le dialogue sans glissement signifie que, malgré tous les chefs de l'État se ressaisissent avec sa majorité présidentielle et disent, avec un fichier corrompu ou pas, nous avons les moyens, nous avons la volonté et les moyens d'organiser les élections dans le délai. Donc, c'est quand Kabila organise les élections, ne se représente plus et il ne se pose plus problème. Mais c'était un dialogue qui a montré ça. Voilà pourquoi nous disons que... probablement élection présidentielle législative. D'abord, élection présidentielle qui a un problème de délai et de calendrier dans la Constitution. Et aussi un problème de l'élection législative pour constituer l'Assemblée nationale et pourquoi pas le Sénat. Les premières choses. Deuxième chose, Adolphe Muzitu parle du dialogue, deuxième scénario, dialogue au cours de 2016 avec glissement technique. Très rapidement. Pourquoi il parle du glissement technique? Parce qu'il est possible qu'après avoir été aux concertations, au dialogue, qu'ensemble nous puissions nous dire qu'avec les exigences de l'opposition pour les élections crédibles, de la communauté internationale pour les élections crédibles, de la majorité pour les élections crédibles, de l'opposition républicaine pour les élections crédibles, de la troisième pour les élections crédibles, nous sommes plus à mesure d'organiser les élections dans le petit délai qui nous reste. Alors, mais nous ne sommes pas d'accord pour violer la Constitution ou pour supprimer cette Constitution et ouvrir la voie à une transition. Alors, il crée un concept qui nous permet de réfléchir. Nous retenons, nous respectons la Constitution dans ses dispositions verrouillées. Et nous n'avons pas volonté d'abolir cette Constitution et d'avoir une autre. Nous formons toutes les voies qui mèneraient à la transition. Et donc, nous faisons un glissement technique. Ça signifie quoi? Nous allons ouvrir le gouvernement d'union nationale à l'opposition pour l'excédent des mois qui nous permettront d'organiser bien les élections. Mais nous n'allons réviser la Constitution que si les dispositions qui ne sont pas verrouillées en fait de nous permettre de bien organiser les élections. Mais pendant cette période, Joseph Kabila reste chef de l'État, mais il ne va plus briguer les mandats parce qu'on ne va pas réviser les dispositions verrouillées de la Constitution. Deuxième scénario, ça avant 2016. Maintenant, troisième préoccupation, c'est là où nous ouvrons la voie aux transitions. Mais s'il arrivait que les délégués au dialogue disent non seulement que nous ne voulons pas respecter les délais constitutionnels, aussi que nous ne voulons pas un glissement technique, nous voulons plutôt non seulement violer cette constitution, mais surtout l'abolir. En l'abolissant, nous ouvrons directement la première transition. C'est-à-dire que les délégués au dialogue créent maintenant l'acte constitutionnel de transition. Qui nécessite bien entendu qu'on ait alors un consensus. Voilà. Le contraire voilà. Risquerait alors aussi de brûler la nation dans cette hypothèse. Et donc, là, nous sommes toujours dans le dialogue horizontal. Oui. Pourquoi? Parce que et les délégués de l'opposition, et les délégués de la société civile, et les délégués de la majorité qui vont là-bas, ils ne sont pas des représentants du peuple. Chacun représente son parti politique, son association, son histoire, son parcours. Ils se conviennent, ils tuent cette constitution, qui est aussi le produit du dialogue
horizontale. Et après, ils mettent sur pied un acte constitutionnel de transition. Dans cet acte-là, écoutez la première transition. Si nous disons que ceux-ci, comme ils ne sont pas l'émanation du peuple, ne peuvent pas écrire ou rédiger la constitution pendant cette période de fait, mais ils vont plutôt prendre comme priorité l'organisation des élections pour que nous puissions avoir les élus du peuple qui auront la mission de rédiger une nouvelle constitution, de proposer cette nouvelle constitution au peuple et que le peuple l'adopte par référendum. Donc nous avons la première transition qui va de l'acte constitutionnel ici du dialogue à l'organisation des élections. Et dès que nous avons déjà les élus du peuple, nous allons organiser maintenant l'Assemblée constituante. Quelle est la différence entre l'Assemblée tout court et l'Assemblée constituante? C'est que l'Assemblée tout court a pour mission de battre des lois, de légiférer, de faire des lois. Mais l'Assemblée constituante, c'est une assemblée qui a pour mission de battre une constitution pour une république. Cette assemblée constituante-là, donc, va prendre en charge l'opposition, la société civile, la majorité? Dans cette assemblée constituante, on va trouver le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les élus, tous élus des élections qui ont été organisées par les délégués au dialogue et auteurs de l'acte constitutionnel de transition. J'ai peur, Fumutoto, parce que là, je vois, parce que généralement au pays, lorsque vous avez la majorité, et les lois qui seront votées seront probablement taillées sur mesure pour que vous puissiez rester pendant longtemps possible au pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, s'il faut procéder par, en tout cas, le vote de la Constitution, vous verrez qu'il y aura des dispositions telles qu'on ne sait pas avoir le délai limité pour le mandat du chef de l'État. Alors, dans le cas d'espèce, si on doit avoir la Constitution à travers les élus, comme vous aviez dit, n'y a-t-il pas moyen d'avoir peur cette fois-là qu'on taille sur mesure la Constitution qui sera votée? Je reviens, les deux transitions de Mouzito. La première transition s'ouvre de l'acte constitutionnel de transition issu du dialogue jusqu'à l'organisation des élections sans que ces animateurs de facto n'organisent une constitution à présenter, ne rédigent une constitution à présenter au peuple. Ça, c'est la première transition. La deuxième transition, c'est lorsque nous disons, ceux-ci n'ayant pas reçu le mandat du peuple, s'ils peuvent encore rédiger la constitution, la présenter au peuple et les élections après, nous allons continuer les péchés originels de 1964 parce que Kassabou a répudié les élus du peuple par une commission et même cette constitution que nous avons aujourd'hui est la conséquence de ces péchés originaux, c'est-à-dire une constitution des belligérants, c'est-à-dire issue du dialogue horizontal. Maintenant, pour corriger ces péchés et inscrire le pays pour toujours à l'ordre républicain, nous devons avoir les constituants républicains. Mais pour avoir les constituants républicains, nous devons avoir une constituante. Et la constituante, cette fois-ci, a combien de missions? Nous avons les gens qui ont été élus par le peuple, issus de la première transition. Nous avons ces gens qui rédigent la constitution parce qu'ils ont les mandats du peuple. Et nous avons les mêmes gens ici qui présentent au peuple les drafts de cette constitution. Et nous avons le peuple qui se prononce sur la rédaction de ses propres élus. Et nous devenons une république au sens propre éditeur. Voilà la deuxième transition. Maintenant, vous vous dites, mais si nous laissons, quelle est la transition que vous contestez? La première, nous sommes dans l'analyse. La crainte maintenant, parce que si, je ne sais pas s'il faut que je revienne à la question, ceux qui seront élus vont maintenant nous proposer la constitution. J'ai craint qu'on ait une constitution déséquilibrée. Ah, c'est ça. Ah, ok. Au contraire, nous avons d'abord combien de constitutions à travers le monde? Là, je suis en train de me poser même la question pour tout, mais Adolphe Mouzito, c'est un économiste, mais des idées là, je ne comprends pas. Alors, allons-y. Il y a un seul domaine dans la vie où si vous y venez, et donc vous devez être polyvalent, c'est la politique. Vous ne pouvez pas être un homme politique si vous n'avez pas la culture générale et même spécialisée de chacun des domaines connexes à la vie politique. Je ne vois pas comment on peut être un bon politique ou un bon leader politique si on ne maîtrise pas la philosophie, si on ne maîtrise pas le droit,
si on ne maîtrise pas l'anthropologie, si on ne maîtrise pas la sociologie, si on ne maîtrise pas l'économie, si on ne maîtrise pas les finances, si on ne maîtrise pas le management, si on ne maîtrise pas les sciences po, je ne vois pas comment tu peux être un homme politique. Donc, et surtout je réponds, surtout qu'un homme politique s'entoure toujours des intelligences diverses. Voilà. Donc, Adolphe Mouzout ressort l'image d'un leader intelligent qui vient d'abord avec les idées. Ma crainte, Fumutoto, est-ce que vous ne voyez pas que par cette logique, on risque alors d'avoir une condition désorientée? Mais c'est là que je vais répondre. C'est-à-dire qu'à travers le monde, nous avons combien de constitutions? Nous avons la constitution pacte. Nous avons la constitution octroyée. Nous avons la constitution républicaine qui est issue du référendum. Et nous avons la constitution autre que ce que nous avons. La constitution octroyée, c'est comme la loi fondamentale belge. Les autres ont rédigé la constitution, nous l'ont donnée comme transition. Deuxième constitution, pacte, c'est rapport de force, comme la constitution issue d'un dialogue horizontal. Nous allons pour la première transition, entre nous, nous convenons comme les autres le souhaitent, nous allons en transition, nous nous sécurisons contre le peuple. Entre nous, nous établissons les rapports de force. Mais la constitution référendaire, c'est quelle constitution? C'est que tous nous allons, chacun avec son projet de société, nous présenter au peuple. Les peuples ne votent pas pour un parti politique simplement, ils votent pour un projet de société. Alors, si nous allons aux élections et que le peuple a accepté les projets de société des unitaristes, mais la forme constitutionnelle sera unitaire. Si le peuple a opté pour le projet de société des fédéralistes, mais la constitution sera à tendance fédéraliste ou fédérale. C'est ce qui nous manque au Congo. Ça veut dire que notre constitution ne ressort aucune force en termes d'idéologie politique, ne ressort aucune force en termes de projet de société. Mais il faut corriger ces péchés. Maintenant, vous avez oublié de me poser la question sur le scénario d'Adolphe Mouzout, la troisième voie épouserait quelle hypothèse? Parce que ceux qui ne pensent, ils ne savent pas que Mouzout a ressorti les hypothèses. Ils peuvent penser qu'il a pris position. Des hypothèses qui font en même temps peur. Non, les hypothèses scientifiquement discutables et chacun de nous tire. Alors pour nous, la troisième voie, nous prenons le premier scénario. En tant qu'opposant, j'ai dit, le scénario le plus sécurisant d'après la pensée, les hypothèses d'Adolphe Mouzout, pour nous, la troisième voie, nous récupérons un scénario. C'est celui qui dit dialogue avant 2016 avec respect de la Constitution, c'est-à-dire sans glissement. Et dans l'extrême nécessité, nous épousons la deuxième hypothèse. Dialogue avec glissement technique, mais qui ne attaque pas la Constitution. Mais si nous n'existions plus, que le peuple congolais n'existait plus et que nous devrions ressusciter, nous optons pour une transition avec les animateurs qui ne peuvent pas rédiger une constitution avant les élections. Mais cela ne peut être possible qu'après 2016. Donc, voilà, chers compatriotes, ça c'est pas la... Et puis, je souligne... Je vais conclure à condition qu'on ait alors de belles élections qui pourront nous produire de bons animateurs correctement élus par les Congolais et non des députés et sénateurs nommés. À ce moment-là, nous ne saurons pas avoir une bonne constitution, mais nous croyons que cela dépend alors d'une bonne organisation des élections. Je vais vous consoler. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que les élections de 2006 avaient des faiblesses, mais étaient plus crédibles que les élections de 2011. Mais parce qu'il y avait les rapports de force dans le gouvernement 1+4. Si nous avons un dialogue horizontal, avec une constitution qui inclut les délégués de l'opposition, une transition incluant les délégués de l'opposition, de la société civile et de la majorité, nous n'aurons pas des élections bâclées parce que nous serons tous dans cette scène et que personne n'acceptera qu'un autre triche. Deuxième chance, c'est que chacun de nous ira battre campagne en toute quiétude devant le peuple et le peuple cette fois-ci ne votera plus les individus, aura voté pour une vision, un projet de société, un programme de gouvernance et notre constitution aura le sens de la majorité qui a gagné la confiance du peuple. Donc les élections d'office sont crédibles. Chers compatriotes, ça c'est l'émission de paradigme. Je n'étais pas dans une analyse politique. Donc comme c'est la nécessité d'analyser les questions avec la force des idées, donc considérer que c'était un politologue, penseur politique qui parlait, ce n'était pas un acteur politique de l'opposition parce qu'ici je ne pouvais pas prendre les gants de tendance de mon camp. Nous aurons
Le dialogue en 2016, le contraire, nous l'aurons probablement alors après. C'est également l'esprit de la tribune, de la 9e tribune. Mais j'annonce que les autres aspects que nous avons trouvés essentiels, nécessaires à débattre, pas en termes de propositions, mais en termes d'hypothèses, d'Adolphe Mouzout, que nous puissions revenir avec vous pour que nous puissions les épuiser, afin que les Congolais apprennent à penser avant d'agir et d'organiser. Nous allons revenir, mais au moins, la question du fichier électoral, qu'on en parle un peu très rapidement avant qu'on mette un terme. Non, il faut qu'on parle de la question de la troisième voie, on n'a pas oui, parlé. Mais la troisième voie, bien sûr, vous allez glisser un mot, mais parce que le fichier électoral, ce prétexte-là, mais comment le fichier aujourd'hui doit être impropre, et pourtant c'est le même fichier qui nous a produit les élections, ou les dirigeants issus des élections de 2011. Je répondais à cette question, mais Pascal, le problème c'est que n'ayant pas un débat politique au sens plein du terme, nous faisons la polémique politique. Parce que cette opposition qui revendiquait l'enrôlement des nouveaux majeurs, elle ne savait pas que le pouvoir allait récupérer ça, ça nous coûte maintenant cher. Le problème des nouveaux majeurs, c'est un faux débat. Pourquoi on ne s'est pas soucié d'enrôler les nouveaux majeurs entre 2006 et 2011? Non, je parle du fichier corrompu parce que... Mais il est corrompu, mais établissons la responsabilité. Le fichier s'est corrompu où il y a eu absence d'autorité. Le fichier s'est corrompu où c'est de bonne foi pour bloquer les procédures de la part de la majorité au pouvoir. Non, il n'y a pas de fichier corrompu. Parce qu'on dit que le fichier est corrompu parce qu'il y a eu beaucoup de dessins. Bien sûr, mais entre 2006 et 2011, il n'y a pas eu beaucoup de dessins. On nous dit que le fichier est corrompu parce que les Rwandais se sont enrôlés, mais vous avez le pouvoir. Quand ils s'enrôlent pour avoir les cartes d'électeurs, pourquoi vous n'avez pas protégé le pays? Le fichier est corrompu, mais c'est le même fichier qui a produit Kabila au pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il soit crédible à son temps? Donc c'est pour dire que ce sont des manœuvres dilatoires du pouvoir pour s'éterniser aux affaires alors que le peuple ne se retrouve pas. Nous devons dépasser les dialogues et les transitions horizontales. Nous devons aller aujourd'hui dans un débat contradictoire. La question, Fumo, tout au-delà de tout, lorsqu'il faut analyser le comportement aujourd'hui de l'homme politique qui sera engagé maintenant dans ce dialogue horizontal, bien que cherchant ses intérêts privés, on ne peut pas oublier qu'il y a aussi un dialogue vertical. Le social, la population est là aussi. Est-ce que vous voyez cet homme politique congolais actuel, par ce débat, par ce dialogue, être à mesure de mettre au premier plan la nécessité collective pour le pays, ou on va continuer à tourner en rond parce qu'il faut voir d'abord leurs intérêts privés? Mais Pascal, l'homme politique pose des problèmes. L'homme politique en question, c'est toi et moi. L'homme politique en question, c'est nous. Ce qui a manqué, c'est le rapport de force. Ce qui a manqué, c'est l'équilibre de force. Quand le gouvernement prenait une position dans ce pays... Je voudrais que vous puissiez vous engager comme troisième voie. Justement, je vais parler comme troisième voie. Quand la troïka stratégique donne des résultats sur le chômage, mais il n'y a pas d'intellectuel pour dire « vous avez dit ça, c'est vrai, là c'est faux ». Mais il faut continuer. Lorsque la majorité veut marcher sur la Constitution et qu'il n'y a pas une opposition qui dit jamais ça, mais écoutez, le pouvoir doit avoir des pouvoirs pour le contrôler. Le pouvoir exécutif est contrôlé par le pouvoir législatif et judiciaire. Dans notre pays, il n'y avait pas de rapport de force. Et chacun de nous pouvait faire ce qu'il veut. Mais maintenant que nous sommes en train d'associer le peuple à la réflexion, maintenant que nous sommes en train d'associer le peuple à la compréhension, que personne ne vienne encore lui dire « moi je t'aime parce que j'ai dit non à celui qui gouverne ». Moi, je t'aime parce que tu dois me donner du temps pour que je donne une réponse. Le peuple doit écouter les différents sons en termes de projets de société, d'idéologie, de programme. Le dialogue vertical, c'est quoi? C'est qu'avant d'aller au pouvoir, vous présentez au peuple votre vision de société dans toutes les questions de l'État. 2. Si vous obtenez la confiance du peuple, vous avez le pouvoir, vous devez venir chaque fois lui donner compte rendu. Non seulement en tant que régime, mais aussi dans le cadre de la base de vos partis politiques. Troisième chose, vous devez résoudre le problème du peuple dans ces catégories diverses, les fonctionnaires, les travailleurs et consorts. Mais aujourd'hui, voyez le chef de l'État au pouvoir. Il a beaucoup réalisé, mais sur base de quelle vision? Il avait pris un engagement de se désengager du secteur marchand en 2001 lorsqu'il arrive au pouvoir pour entrer en programme avec les institutions de Bretton Woods. Mais après, il est revenu
Il a pris les entreprises de l'État, il les a récupérées. 2. Le président Kabila a reconstruit les routes, il a construit des écoles, c'est une bonne chose. Mais il avait prévu de construire combien devant le peuple? Il a construit combien? Il n'a pas construit combien? Et quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? L'opposition, je chute. Nous sommes de l'opposition. Qu'avons-nous présenté comme projet de société au peuple pour remplacer Kabila? Qu'avons-nous présenté au peuple comme projet de société, programme de gouvernement? Mais alors, mais c'est ça le problème. Donc tous nous sommes en train d'escroquer le peuple. D'où il faut l'associer aujourd'hui à travers les conférences, à travers les ateliers, à travers les séances de l'université populaire de la troisième voie pour que le peuple lui-même, les chefs, ouvre les yeux. Merci. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié la conclusion alors de cette 9e tribune d'Adolphe Muzito. Excusez que je vous lise ne fût-ce que 2 phrases. Dans cette tribune, nous avons voulu scruter les perspectives et les résultats possibles du dialogue politique annoncé comme réponse à la crise électorale. En tout cas, c'est important. L'analyse de la tribune nous montre que le dialogue aura lieu et devra avoir lieu au courant de 2016 ou après cette année. Autrement dit, il n'y a pas autre possibilité que de passer par le dialogue, comme a dit votre invité. Seul le dialogue sera alors baliser le chemin pour l'intérêt collectif. Et cela, c'est mon message de la fin. Je voudrais dire aux Congolais que si vous aimez les Congos, aimez les dialogues. Parce que si vous refusez les dialogues... Non, je n'argumente pas. J'aime le Congo, je veux dialogue. J'aime le Congo, je soutiens ma constitution. Parce que si vous laissez les autres débattre contre le Congo et que vous étiez présent, vous avez péché. Et si vous allez au dialogue et vous trahissez le peuple congolais, vous avez aussi péché. Voilà, il continue, il dit à ce propos, ce qui oppose toujours les dirigeants, la République démocratique du Congo alors, ce n'est pas le principe de violer ou non les textes, c'est plutôt les intérêts par rapport aux positions politique et du moment. En tout cas, c'est très intéressant, trop pertinent, trop essentiel. En tout cas, c'est à capitaliser. Nous sommes à la fin. Nous vous disons alors au revoir. Voilà l'émission que nous avons reçue pour vous. Fumutoto Basanga, le géniteur et président de la troisième voie, conseiller national au parti des mécontents. Et voilà, avec lui, on a posé toutes les questions. Nous pensons que ces réponses plutôt vous ont satisfait. Nous sommes à la fin. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Nous allons revenir sur cette question. Elle est importante pour l'intérêt de la nation. Au revoir et à la prochaine.